Ça y est, on est en direct. Bonjour à tous. Du coup, on va attendre un petit peu quelques minutes que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre. Et puis ensuite, on pourra démarrer le webinaire. Bonjour à tous aussi. Hop. Peut-être pour se faire patienter, pour ceux qui sont déjà arrivés et déjà présents, je pense que vous pourriez peut-être nous partager qu'est-ce que vous faites et dans quel secteur vous êtes, quelque chose comme ça. Ça pourrait être sympa de voir un petit peu d'où vous venez, je ne sais pas. Dites-nous des choses. Agence data marketing dans la santé. Oh, c'est cool, c'est spécifique ça. Ok, cool. Bonjour Gilles, bonjour Philippe. Hop. Bonjour Anthony. Anthony qui sera notre modérateur aussi. Organisme de formation dans le BTP pour Christine. Bonjour Christine. Jean-Pierre, cabinet de chasse de tête. Donc, on est plutôt sur du RH. Et Sébastien, je crée des jeux de pistes chasse au trésor pour petits et grands car je souhaite targeter les entreprises dans le cadre de séminaires et de team building. Effectivement, c'est aussi des choses qu'on aborde aussi de notre côté avec nos clients, société de production audiovisuelle, SDR chez Rocket School. Bienvenue Anna. J'espère que tu apprendras plein de choses qui te sera complémentaires avec ton parcours. Application de voyage pour Stéphane. Bonjour Stéphane. Ok, super, c'est varié, c'est cool. Ah, on a un petit peu de l'organisme de formation. Hein. Ouais. Ok. Bon, effectivement, il y a plein de sujets. Il faut remplir les classes. Donc, on espère qu'on vous apportera notre petite pierre à l'édifice. Chargé d'affaires. Ok. Bon, ben, écoute. Je pense qu'on va attendre encore 2 petites minutes et puis ensuite, on pourra commencer. Eh bien, parfait. Organisme de formation RH. Bon, okay. Pas mal d'organismes de formation ce matin. En force ce matin. Bonjour Margot. Alors, en charge du développement et partenariat. Ok. Bon, top. Allez, on se fait encore patienter 2 petites minutes et après on enchaîne. On a plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Voilà, les 8 erreurs que nous rencontrons le plus souvent quand on accompagne des clients, ou en tout cas les 8 questions qui nous reviennent le plus souvent quand ils viennent nous interroger, quand soit ils démarrent ou quand ils veulent monter en puissance sur leur prospection commerciale. Et donc, l'idée, c'était en cette fin d'année de vous donner les clés pour aborder 2026. On sait que certains d'entre vous, vous êtes dans vos budgets ou vous êtes en train de clôturer vos budgets. De savoir comment vous allez vous équiper, quelle stratégie vous allez mettre en place pour vous-même. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur vos sujets, ce sera avec grand plaisir qu'on vous partagera notre expérience et notre savoir-faire. Donc voilà, on a plein de choses à vous montrer, toutes ces petites choses spécifiques auxquelles parfois on ne pense pas ou on ne sait pas comment aborder le sujet. Donc voilà, on va essayer de vous partager tout ça pendant ces 45 prochaines minutes sur ces erreurs qu'on a remarquées et qu'on a décidé de vous donner quelques clés, quelques solutions. Yes. Je pense qu'on va pouvoir commencer. T'en penses quoi? Ouais, allez, commençons. Honneur à toi. Je pense que ce qu'on va commencer tout de suite à faire, c'est peut-être justement par se présenter toutes les deux. Comme ça, vous savez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc, moi, pour ma part, je suis Ornella. Je suis consultante communication chez Linkforce depuis
presque 2 ans. J'ai une expertise vraiment LinkedIn. Et donc, moi, je m'occupe de toute la partie stratégie, création de contenu, donc vraiment les posts, les publications sur LinkedIn. Voilà, donc Perle, je te laisse te présenter à ton tour. Eh bien, moi, c'est Perle, je suis consultante en growth hacking. Un mot bien compliqué pour dire que je suis en tout cas spécialisée dans la prospection, notamment sur LinkedIn. Moi, ça fait 7-8 ans que je suis déjà dans les domaines de la vente et du marketing sur des domaines et des sujets assez différents. Ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait ensemble avec Linkforce. Alors moi, en tant que sous-traitante, et je les ai rejoints dans les équipes depuis il y a maintenant 6 mois. Et donc voilà, donc maintenant, j'accompagne nos clients comme je le fais depuis déjà 2 ans, sur leur prospection commerciale, notamment via l'emailing et LinkedIn. Yes. Et du coup, Linkforce, nous, on est une agence LinkedIn 360, donc c'est-à-dire qu'on travaille à la fois la communication, le personal branding, acquisition, ou les deux. Ou alors peut-être que vous êtes là simplement pour clarifier votre stratégie, peut-être adopter de meilleures pratiques. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on se retrouve au bon moment, puisque là, ça y est, on est début décembre. C'est vrai que décembre, c'est une période un petit peu particulière, surtout vers la dernière quinzaine. Parfois, on a des projets qui se mettent un peu en pause au sein des entreprises, donc ça dégage un peu de temps. Et c'est une bonne fenêtre pour faire le point sur vos stratégies. C'est une bonne période, finalement, pour faire le point sur... réfléchir un petit peu, corriger, structurer vos stratégies pour repartir sur le bon pied en 2026. Et donc là, aujourd'hui, nous, on va parler spécifiquement de votre stratégie LinkedIn. Donc, je pense que vous le savez sûrement, mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment le plus grand réseau professionnel au monde. Pour vous donner quelques chiffres récents, aujourd'hui, on a 80% des leads B2B mondiaux qui proviennent de LinkedIn. Autre chiffre intéressant, en France, on a 80% des marketeurs B2B qui affirment que LinkedIn génère les leads les plus qualifiés. Voilà, donc ça, nous, on constate tous les jours, que ce soit chez nos clients que pour notre propre acquisition. C'est vrai que LinkedIn, c'est un réseau de confiance. Il y a très peu de faux profils. On est sur une audience qui est extrêmement qualifiée avec des décideurs, des dirigeants, etc. Autre chiffre intéressant, donc ça, c'est un chiffre de HubSpot qui nous dit que LinkedIn est 28% plus rentable que, par exemple, une stratégie Google Ads. Donc voilà, des chiffres comme ça, on en a pas mal qui sont intéressants, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment une mine d'or pour les dirigeants, les décideurs qui veulent générer du business et augmenter leur visibilité. Voilà, et pourtant, c'est vrai que nous, dans nos échanges au quotidien, on constate encore que il y a encore beaucoup de dirigeants et de décideurs qui n'exploitent pas du tout ce canal, ou alors très partiellement. Et c'est vrai que c'est dommage parce que forcément, ça entraîne des pertes assez importantes pour leur entreprise, que ce soit côté business, c'est des opportunités en moins, côté recrutement, moins de talents attirés, et côté visibilité, parce que forcément, on est moins présent sur ce marché-là. Donc, maintenant que vous voyez un petit peu mieux le potentiel de LinkedIn, finalement, la vraie question à se poser, c'est comment l'exploiter de façon optimale. Donc, c'est-à-dire de manière à obtenir des résultats concrets, prédictibles et récurrents. Parce que là, l'objectif du jour, c'est pas que vous repartiez et que vous refassiez, on va dire, comme on peut faire chaque mois. Chaque mois de janvier, on a des bonnes résolutions, mais finalement, pas la méthode. L'objectif, là, c'est de repartir avec les bons rouages pour votre stratégie. On sait que parmi vous, il y en a sûrement qui ont déjà testé des choses, peut-être en obtenant des résultats et peut-être d'autres sans forcément obtenir les résultats espérés. Donc là, aujourd'hui, avec Perle, on a décidé de faire assez simple et efficace. On va vous présenter, donc, comme disait Perle au tout début, les 8 erreurs que l'on voit le plus souvent, pourquoi ce sont des erreurs et surtout, quelle est la bonne approche à adopter, le tout illustré avec des exemples concrets de notre quotidien dans notre métier. Voilà, j'en profite avant de démarrer pour vous dire que si jamais vous avez des questions justement pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On prendra à la fin un petit temps pour faire une petite session questions-réponses. Et j'en profite aussi pour vous dire que de temps en temps, on poste un peu des sondages pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Là, la question, c'était quelle est votre plus grande difficulté sur LinkedIn? Est-ce que c'est structurer votre prospection, avoir de la visibilité, trouver des clients et des leads, créer du contenu?
voilà, on vous pose quelques petites questions, donc n'hésitez pas à répondre à nos sondages. Ça nous permet aussi un petit peu de diriger à la fin du débat, quand il nous restera un petit peu de temps pour échanger, pour vous dire un petit peu quoi. Yes. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite avec la première erreur qu'on voit très souvent, et c'est le fait de miser sur la mauvaise vitrine LinkedIn. Donc là, je m'explique. Quand on pense LinkedIn et business, la plupart des dirigeants se disent OK, je vais créer une belle page d'entreprise professionnelle et je vais communiquer dessus. Alors, en soi, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est très bien. Il faut créer une page d'entreprise, c'est une base. Mais l'erreur, c'est de vouloir communiquer principalement via cette page. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart du temps, les contenus qui sont publiés sur les pages d'entreprise, on le voit, c'est très institutionnel, très corporate, donc forcément, ça crée assez peu d'engagement. Alors qu'en face, vous avez une super vitrine qui est très puissante, bien plus humaine, beaucoup plus crédible. C'est tout simplement vos profils à vous, vos profils personnels de dirigeants, de fondateurs ou décideurs. Et je pense que vous l'avez remarqué par vous-même, finalement, on a naturellement beaucoup plus envie de lire, d'écouter, de suivre ou d'échanger avec une personne réelle plutôt qu'avec une page un petit peu impersonnelle. D'ailleurs, on a un chiffre très parlant à ce sujet. Un post qui est publié sur une page d'entreprise, en moyenne, il génère 6 à 8 fois moins d'engagement qu'un post qui est publié sur un profil personnel. Donc voilà, donc profil personnel très important. Maintenant, pour avoir des résultats concrets, forcément, il va falloir essayer de voir vos profils personnels, pas comme un simple CV, mais plutôt comme une vitrine commerciale, une page de vente qui va être pensée pour convertir. Donc du coup, à quoi ça ressemble à un profil optimisé qui convertit ? Donc là, ici, je vous ai mis un petit exemple et surtout, je vais vous donner quelques petits points clés. Donc première étape, la photo de profil et le titre. La photo, c'est une base, c'est votre image. Forcément, il faut essayer d'avoir une photo récente, de qualité, professionnelle, mais en même temps accessible dans le sens où il faut donner envie aux gens de se connecter à vous. Ensuite, on a le titre qui est très important parce que c'est votre référencement. D'un seul coup d'œil, il faut qu'on comprenne très rapidement quelle est votre fonction, votre entreprise, ce que vous apportez, votre promesse, à qui vous vous adressez, donc votre cible. Et par exemple, je ne sais pas si vous intervenez sur une zone géographique précise, vous pouvez aussi l'ajouter. Autre point important, la bannière. La bannière qui est souvent sous-exploitée, voire pas du tout utilisée. Pourtant, elle a une fonction importante qui est déjà de poser votre univers visuel avec votre charte graphique, votre logo, votre baseline. On peut aussi ajouter des éléments pour comprendre justement ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et vous pouvez même ajouter des éléments de crédibilité. Ça peut être par exemple des chiffres clés, je ne sais pas, le nombre d'entreprises ou de clients que vous avez déjà accompagnés, etc. Ensuite, autre point important, les coordonnées. Ça, c'est très important parce que on doit pouvoir vous joindre facilement. Donc, veillez à bien mettre à jour votre email professionnel, votre téléphone professionnel, pourquoi pas un lien de prise de rendez-vous vers un calendrier, par exemple, et bien évidemment, votre site Internet. D'ailleurs, si vous avez la version 16 navigateur, donc la version premium LinkedIn, vous pouvez aussi ajouter sous le titre un petit bouton avec justement soit votre site internet, soit un lien de prise de rendez-vous. Voilà, ensuite on a la section info qui est souvent assez négligée, pourtant c'est le début de votre pitch commercial. Donc vous avez pas mal de caractères pour vous exprimer et donc là ça va être l'endroit où il va falloir dire qui vous êtes, ce que fait votre entreprise, votre valeur ajoutée par rapport à votre concurrence par exemple, pour qui vous le faites, donc vos cibles, et un appel à l'action à la fin pour pouvoir vous contacter. Voilà, et ensuite on a le reste du profil, donc bien évidemment veillez à remplir tous les champs, vos expériences, vos compétences, formations, etc. C'est toujours plus de crédibilité. Donc voilà, pour l'optimisation de profil, ça c'est vraiment la première étape à faire avant quoi que ce soit d'autre, parce que si votre vitrine elle n'est pas claire, si elle n'est pas crédible et professionnelle, en fait finalement vous perdez déjà des opportunités, donc c'est dommage. Les gens qui arrivent sur votre profil, ils doivent comprendre immédiatement qui vous êtes, comment vous pouvez les aider. Voilà, et dernier point par rapport à ça aussi, c'est important de bien choisir le profil ambassadeur qui va justement communiquer et prospecter. Idéalement, il faut que ce soit le fondateur, soit le dirigeant, ou alors ça peut être un décisionnaire fort.
Si jamais vous utilisez le profil d'un commercial, par exemple d'un directeur commercial, dans ce cas-là, il va falloir veiller à le retravailler de manière à ce qu'il ne soit pas perçu, je dirais, trop comme la personne qui prospecte. Voilà. Donc ça, c'est pour l'erreur numéro 1. Là, ici, alors oui, je vous ai mis quelques exemples de profils optimisés. À la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de télécharger le PPT, donc vous pourrez regarder un petit peu plus avec précision les exemples qu'on vous aura mis. Donc, on passe à l'erreur numéro 2 qu'on voit très souvent et qui est le fait de séparer 2 leviers qui, en réalité, devraient travailler main dans la main. Donc, à savoir le contenu, donc la communication, et la prospection, donc le fait d'envoyer des messages à sa cible. Donc, généralement, on a d'un côté ceux qui vont miser tout sur le contenu, donc ils vont beaucoup publier, mais derrière, il n'y a pas forcément de démarche proactive d'aller converser avec les gens. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont miser tout sur la prospection, donc ils vont envoyer des invitations, des messages, mais quand on regarde leur profil, on n'a aucun contenu, pas de prise de parole, pas de preuve de crédibilité. Et la vérité, c'est que finalement, les deux séparés fonctionnent moins bien. Alors, je vais revenir sur ce petit schéma juste après. Là, je vous parle tout de suite de l'exemple que je vous ai mis. Donc là, c'est un exemple. C'est Perle qui avait reçu ce message de prospection. Donc, en soi, le message, il est bien écrit, il est bien ciblé, donc il n'y a rien à dire. Mais forcément, réflexe immédiat, quand on reçoit un message, on va cliquer sur le profil de la personne pour en savoir plus. Et là, quand on regarde ce profil-là, par exemple, on voit que le profil n'est pas alimenté en termes de communication depuis assez longtemps. Alors, encore là, sur ce profil-là, il est optimisé, mais parfois, on peut tomber sur un profil où il n'y a rien, zéro info. Forcément, le résultat, c'est que ça casse un petit peu la confiance. Et donc, on n'a pas forcément matière à continuer l'échange. Ça marche dans l'autre sens. Une personne, par exemple, qui publie beaucoup de contenu, des contenus viraux avec des interactions, c'est génial, c'est top, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais si derrière, on n'exploite pas toute cette performance-là, c'est-à-dire les gens qui ont commenté, liké, visité votre profil, en fait, on laisse énormément d'opportunités sur la table et on ne fait pas le travail jusqu'au bout. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer et vous dire par là, c'est que la vraie performance, elle est dans la synergie. La prospection, elle va faire entrer les personnes dans votre réseau, elle va ouvrir des conversations et le contenu, lui, il va venir chauffer ces personnes, les rassurer, leur donner confiance et leur donner envie d'aller plus loin. Donc, en gros, votre message de prospection, il n'arrive plus dans le vide, il arrive dans un environnement qui est cohérent et crédible. Et c'est ça qui va déclencher les prises de rendez-vous. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Voilà, donc là, on est sur la 3e erreur maintenant. Donc, toujours côté communication. Ensuite, Perle prendra la main sur la partie prospection-acquisition. Donc, la 3e erreur en communication, c'est le fait de poster sans aucune stratégie chaude ou froide. Donc, en gros, on publie, mais ça nourrit pas forcément la bonne perception et on n'a pas vraiment de stratégie. Sauf que sur LinkedIn, il ne suffit pas de poster. Ce qu'il faut, c'est vraiment orchestrer. Donc, en fait, il faut comprendre que chaque contenu n'a pas la même fonction. Donc là, je vais venir vous expliquer ça. En gros, il faut se dire que sur LinkedIn, il y a 2 grandes familles de contenus. Et il faut voir ça un petit peu comme un entonnoir de conversion. Donc, en haut du tunnel de conversion, on va avoir ce qu'on appelle les posts chauds. Donc là, c'est vraiment dans le titre, chaud. Ça veut dire que c'est des posts qui vont attirer, créer de la visibilité, qui vont générer de l'émotion. Généralement, on va être sur des sujets assez larges qui peuvent parler à tout le monde. Donc, ça peut être par exemple des prises de position sur des sujets, sur une actualité de votre marché. Ça peut être aussi un post qui va vraiment cliver, qui va ouvrir le débat, les conversations. Ça peut être aussi des posts un petit peu sur votre vie d'entrepreneur. En gros, ce type de contenu, c'est un contenu qui va attirer du monde, attirer l'attention et amener des nouvelles personnes sur votre profil. Donc, en fait, vraiment, on ouvre le tunnel. Ensuite, quand on descend dans le tunnel, on va avoir ce qu'on appelle des posts froids. Donc là, c'est vraiment les contenus qui rassurent, qui crédibilisent. Donc, généralement, c'est des contenus très expertise. Vous allez partager, par exemple, des conseils concrets, des analyses sur votre marché. Ça peut être des démonstrations de savoir-faire. Ça va être de la preuve sociale aussi, des cas clients, des chiffres que vous avez. Et ce type de contenu-là, il montre en fait finalement que vous savez de quoi vous parlez, donc ça transforme.
Et en fait, LinkedIn, ça fonctionne comme ça. Ça doit être vraiment géré comme un entonnoir de conversion avec les posts chauds qui attirent et les posts froids qui rassurent et convertissent. Une règle assez simple pour vous aider, ce qui est bien, c'est de faire par exemple un post chaud pour 2 posts froids. Ça, c'est un bon équilibre entre visibilité et crédibilité. Alors là, je vous donne un petit exemple juste pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Donc là, c'est un client qu'on accompagne qui est dans le secteur du photovoltaïque. Et donc là, on a fait 3 types de posts. Donc le premier post qu'on voit, c'est un post chaud. Donc on voit, il a généré pas mal d'impressions. On est à peu près plus de 15 000 impressions, 97 commentaires, pas mal de likes également. Et donc là, on a récupéré une info de l'actualité publique pour en faire un débat. Donc généralement, sur ce type de post, on va prendre des sujets assez larges qui peuvent parler à tout le monde. Soit on reste dans son secteur d'activité, soit on peut en sortir légèrement. Tout dépend de ce sur quoi vous avez envie de discuter. Mais le but, c'est vraiment de générer des réactions, des commentaires, du débat. Il faut que les gens aient envie de commenter et de donner leur avis. Et donc, ce type de post, il agit finalement un peu comme un genre d'aspirateur qui va amener des nouveaux yeux sur votre post et donc sur votre profil. Ensuite, au milieu, on a un post plus tiède. Je l'ai mis entre les deux. Là, on est vraiment sur de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans les coulisses, la vie d'entrepreneur, par exemple. On va chercher à aller humaniser, à aller créer un lien plus personnel. Et donc là, on commence, au niveau des interactions qu'on peut avoir, on commence un petit peu à trier les personnes qui interagissent. Et ensuite, à gauche, on a un post froid. Donc là, c'est vraiment de l'expertise pure et simple. Et donc, les personnes qui vont commenter généralement sur ce type de post vont être encore plus qualifiées. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur ce type de post, ça peut donner justement du grain à moudre pour la prospection, puisqu'on va pouvoir aller, par exemple, récupérer les personnes qui ont interagi sur ce post-là et pourquoi pas les injecter dans une campagne de prospection. Donc voilà, en fait, c'est ça une stratégie chaude-froide, c'est vraiment ce cercle vertueux où on attire, on capte l'attention, on humanise, on crée du lien, on rassure, on crédibilise et in fine, on convertit. Voilà. Et ça fonctionne vraiment dans tous les secteurs d'activité. Donc voilà pour l'erreur numéro 3 et je laisse la parole à Perle. Eh bien, merci. Et du coup, j'aurai la lourde tâche de faire le lien, de récupérer un petit peu ce que fait Ornella, parce que nous travaillons en synergie et l'idée, c'est de récupérer un petit peu ce que fait le travail que font nos consultants comme Ornella et Hugo, par exemple, et de venir les réinjecter dans notre prospection. Donc, l'erreur numéro 4 qu'on voit très souvent, c'est les gens se posent très souvent la question de en masse ou micro-ciblage. Alors, je sais que sur LinkedIn, on va très souvent vous dire non, mais en fait, il faut faire du micro-ciblage. En fait, je pense que c'est surtout une question d'équilibre. Et même au-delà de ça, la vraie question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de la prospection emailing ou de la prospection LinkedIn? Donc, je vais vous répondre à ça. En général, les personnes qu'on accompagne font souvent ce type de ciblage. Alors, je ne sais pas à quel point vous arrivez à voir, mais en gros, pour vous dire, là, vous êtes sur l'outil de ciblage Sales Navigator, qui est donc la version payante de LinkedIn, dans laquelle, là, en fait, j'ai mis toutes les tailles de boîtes qui étaient possibles, dans lequel j'ai mis toutes les cibles, les CEO, les DRH, les CTO, les directeurs des opérations, etc. Là, j'ai mis un ciblage en Europe et j'ai mis le monde du jeu vidéo. Donc, du coup, on pourrait se tenter de se dire, en fait, toutes ces personnes sont mes cibles. Donc, du coup, je vais cibler toutes ces personnes. C'est une erreur vraiment fatale. Ça ne va pas du tout parce qu'en fait, si vous voulez, toutes ces personnes-là ont des préoccupations qui sont différentes. Si demain, on vient m'interroger sur une question qui est RH, je ne vais pas me sentir concernée. Quand bien même s'il y a une vraie problématique RH, par exemple, dans notre société, dans l'hypothèse. Donc, du coup, je vais juste dire, je vais botter en touche et dire, tiens, ça ne me concerne pas. Donc, en faisant ce genre de ciblage dans lequel on a ce raccourci de se dire, tiens, voilà, je vais mettre toutes mes cibles et je vais faire un message assez générique en disant bonjour, je m'appelle machin, je fais ça dans telle société, je me demandais si vous aviez telle problématique, nous, on accompagne à faire ceci, cela, est-ce qu'on fait un rendez-vous ?
Donc, sans grande surprise, vous allez vous dire, en fait, j'ai fait un ciblage de masse, vous allez retrouver avec un message qui va être très générique, et donc vous allez passer beaucoup plus souvent en spam, non seulement pour des raisons techniques, parce que Google, Microsoft, tout ça, lit vos emails avant que vous les ouvriez, et quand ils voient que c'est toujours le même email, déjà, ça leur met un petit red flag, et du coup, vous passez plus souvent en spam, et surtout, les gens ne vont pas se sentir concernés, donc vous allez finir à la corbeille. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vous desservent, en fait, clairement. Ensuite, et quelque part, je serais moins choquée si vous veniez à faire un ciblage dans lequel vous mettiez ici que des DRH, quitte à mettre toutes les tailles d'entreprise, même si je pense que ce n'est pas forcément une très bonne idée, parce qu'une petite boîte n'a pas les mêmes préoccupations, une TPE n'a pas les mêmes préoccupations qu'une PME, qu'une ETI ou qu'un grand groupe. Elles n'ont même pas les mêmes politiques de prise de décision. Et ça, c'est un petit peu la petite poignée de main secrète que vous devriez savoir, en fait, quelque part de votre côté. Donc ça, je serais moins gênée, vous ferez quelque chose de générique, mais au moins sur une cible. Donc vous pourriez personnaliser sur le besoin d'un responsable RH ou d'un DRH. Me gênerait moins si vous le faisiez sur un ensemble de tailles d'entreprise que de mettre tout le monde et tous les types de postes au même endroit. Donc, si vous vouliez faire une très bonne pratique, déjà, ce serait d'aller dans Sales Navigator. Et en fait, vous pouvez faire des recherches par prospect. C'est ce que vous voyez ici, prospect. Et la bonne chose à faire, ce serait d'aller plutôt dans les recherches par compte. Donc, vous allez vous sélectionner de votre côté des entreprises, une typologie d'entreprise dans laquelle vous vous rendez compte que vous vouliez faire du mid-market. D'accord ? Le mid-market, ça va être des tailles de 51 à 200 et de 201 à 500. Voilà, on peut aller un peu au-dessus, mais vous êtes sur du mid-market. Donc, vous allez vous choisir des entreprises du mid-market qui vont être dans une localisation qui vous sied bien. Moi, je vais rester sur mon exemple de l'Europe et qui sont toujours dans le jeu vidéo. Et donc, je vais venir sélectionner ces boîtes. Et je vais prendre ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ici, on avait un exemple avec 400 entreprises à l'intérieur. Et je vais me constituer ma liste. Une fois que j'ai constitué ma liste, c'est super, je suis sûre de taper des boîtes qui vont me plaire à moi, en fait, et qui vont être susceptibles de pouvoir générer du business de mon côté. Je vais retourner dans mon filtre de prospects, et à ce moment-là, je viens de cibler les bonnes boîtes. Et à l'intérieur, je vais aller cibler les bonnes cibles, donc les bonnes personnes. Et là, je vais pouvoir dire, voilà, je recherche des DRH, je recherche des responsables RH. Si vous voulez descendre, vous pouvez descendre, mais après, c'est juste qu'il va falloir adapter le discours entre des gens qui sont des vrais décisionnaires et des gens qui sont moins des décisionnaires. Donc, quand vous faites ce genre de manipulation où, en fait, ici, vous allez sélectionner la liste d'entreprises que vous avez choisies, vous allez dire, voilà, moi, je veux l'Europe sauf la France, par exemple. Parce que si c'est la France, je veux leur parler en français. Dans l'autre cas, je vais leur parler en anglais, par exemple. Je vais mettre mes DRH, mes responsables RH. Et donc là, je vais avoir ma liste dans laquelle, c'est clairement, sur l'autre ciblage, on avait 4000 personnes. Hein. Donc, c'est sûr que ça va plus vite. Mais vous faites un message générique. Là, vous allez vous retrouver avec 100 personnes. Donc, vous avez un micro-ciblage. Par contre, vous allez avoir un message qui va être spécifique, qui va être beaucoup plus pertinent. Et vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir de retours positifs. Et je souligne positifs parce que des retours en prospection, majoritairement, on se prend beaucoup plus de bâches que de réponses positives. Et c'est normal parce qu'on fait de la prospection. Et qu'importe le canal que vous utilisez d'ailleurs. Mais là, c'est histoire d'avoir un retour positif de quelqu'un qui veut soit avoir plus d'infos sur votre business, soit avoir directement un rendez-vous, ce qui est idéalement ce qu'on recherche. Donc, c'est vraiment le fait de descendre un petit peu, d'un petit peu plus s'organiser, d'un petit peu plus structurer sa prospection. Et bien, en fait, ça va vous donner de meilleurs résultats, mais en faisant pas grand-chose en plus, en fait. Juste un petit peu plus structuré. Et là, je vous mets à vraiment un truc qui est vraiment pour votre gouverne à vous, quelque chose à savoir, le quid de la prise de décision en entreprise, c'est qu'une petite entreprise, elle va fonctionner souvent de la manière suivante. On va avoir un ou deux dirigeants, souvent un dirigeant, et autour de lui, il va avoir des opérationnels. On n'est pas encore au niveau où on a des directeurs, des responsables, etc. On va prendre des petits opérationnels autour de nous qui vont nous permettre d'avoir l'extension, la force de travail et de production qu'on ne peut plus gérer tout seul.
Sur une entreprise un peu plus moyenne, on va avoir 1 ou 2 dirigeants et on va commencer à avoir des directeurs de département, directeur marketing, directeur sales, directeur com, directeur RH, etc. et des exécutants. Et plus on va monter, plus on va avoir un millefeuille de personnes à l'intérieur avec plus ou moins de prise de décision. Ça a l'air, j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais pour le coup, c'est très souvent qu'on retombe, on se retrouve à avoir des conversations, que ce soit avec nos clients ou même avec d'autres personnes, où en fait on se dit mais il faut comprendre cette structuration de l'entreprise et de cette prise de décision parce que vous n'allez pas vous adresser à un responsable RH qui n'est pas toujours un décisionnaire, là où un directeur est décisionnaire. Il peut activer la carte bleue. En dessous, il doit demander au-dessus. Et en dessous, on doit encore demander au-dessus qui doit demander au-dessus. Donc, avoir cette vision, cette espèce de soft skill de ce qui se passe, ça va vous donner des clés. Et ça, c'est très important que vous le compreniez et que vous l'intégrez dans votre prospection vraiment de manière très, très, très concrète. Dernier niveau du micro-ciblage. Le mieux, parce que là, tout ce que je vous ai montré avant, c'est plutôt des approches froides. D'accord ? On arrive, mais on n'a pas vraiment de raison d'arriver. On n'a pas trouvé un angle qui fait que ça va favoriser l'échange. Si vous voulez favoriser l'échange, on va faire des approches qu'on appelle un peu plus chaudes. Ces approches un peu plus chaudes, c'est utiliser d'autres éléments de ciblage qui vont c'est créer tout un réseau de filtres qui vont nous permettre de faire un faisceau dans lequel en fait, on va laisser penser aux personnes qu'on les a vraiment ciblées et on a un peu plus rédigé à la main. Or, on fait un micro-ciblage de masse, un peu comme on fait dans la publicité, d'ailleurs. Si vous recevez des publicités sur Facebook de ce qui se passe dans votre ville, en fait, la personne qui a programmé la publicité, elle a juste dit « je veux cibler des hommes et des femmes qui ont entre 25 et 35 ans, qui sont dans le sud, je ne sais pas, à Nice, et qui veulent, je ne sais pas, et qui sont intéressés par les marchés de Noël ». C'est très d'actualité, ça, d'ailleurs. Donc, du coup, en fait, on va micro-cibler une masse. Et en fait, on fait exactement la même chose, sauf que là, c'est un petit peu plus manuel, c'est nous qui le faisons. Donc, on peut le faire au travers de groupes, d'alumni. Et là, vous voyez, je vous ai montré des exemples de ciblage dans lequel, là, on va dire, je ne veux pas me connecter. Ça, c'est des gens avec qui je ne suis pas déjà connectée. C'est des gens qui sont tous des dirigeants et ce sont des personnes qui font partie d'un programme qui s'appelle le 10KSB, qui est un programme de l'ESSEC, qui est un petit peu particulier. Pourquoi ? Parce que, en fait, on voulait profiter du réseau de networking, du fait d'avoir fait le même programme de l'ESSEC. Là, c'est un peu pareil et vous voyez, vous pouvez vraiment faire des ciblages ultra spécifiques. Là, on a mis plein de tailles de boîtes parce que nous, ça, c'est un ciblage que j'ai fait pour une cliente et après, moi, je récupère la liste et je la renettoie à la main, notamment par les tailles d'entreprise, etc. parce que toutes ces tailles nous intéressent, mais pas dans les mêmes temporalités. Donc là, on a dit qu'on ne voulait pas être connecté avec elles. Ça, ce sont des blacklists, ce sont des listes qu'on ne veut pas contacter, ce sont des personnes et des entreprises dans lesquelles on ne veut pas les voir apparaître dans nos ciblages. Les posts qui nous intéressent. Et là, par exemple, là, je veux que les gens qui sont depuis moins d'1 an dans la boîte. Pourquoi ? Parce que je pourrais leur dire, bonjour, j'ai vu que tu viens de commencer chez telle entreprise. Souvent, quand on vient d'arriver, on veut rechallenger ça ou on veut poser sa patte sur tel ou tel sujet. Nous, on fait ci, on fait ça. Donc, vous voyez, c'est des choses par lesquelles vous pouvez arriver. Et donc ça, je peux vous trouver quasiment pour chacun des points qui sont ici. Vous pouvez les regarder quand vous téléchargerez la ressource. Je vois qu'on fait partie du même groupe, je vois qu'on a fait le même parcours scolaire, je vois que tu viens d'être recruté, je vois que ça fait 1 an que tu es déjà dans la boîte, félicitations. Au bout d'1 an, on veut souvent rechallenger ces solutions. Je vois que tu utilises déjà ça. Nous, on pourrait te permettre de faire ça. Je ne vais pas vous faire toute la liste, d'accord ? Mais en gros, c'est pour vous dire, une fois que vous avez trouvé finalement le petit icebreaker qui va vous permettre de faire le twist, vous pouvez l'utiliser tout le temps, quasiment pour n'importe quel sujet. Voilà, tout simplement. Donc, et ça fait des approches plus chaudes qui favorisent l'échange. Dernier point là-dessus, et après sur les autres points, ça ira beaucoup plus vite, mais ça, c'est vraiment le point d'orgue de tout ça, c'est orchestrer entre le mass mail, ce qu'on va appeler prospecter en masse et le micro-ciblage. Et en fait, c'est ce que nous disent les gens, en fait, est-ce que c'est mieux l'emailing ou est-ce que c'est mieux LinkedIn ? Là, vous avez typiquement un ciblage qu'on fait chez un client. Vous voyez que tout ce qui est en jaune, c'est ce qu'on est capable d'envoyer en email, et tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'on est capable d'envoyer par LinkedIn. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous faites une prospection un peu plus massive par email, considérez l'email comme un point de contact.
considérez que vous allez l'utiliser pour faire de la notoriété, pour prendre la température sur votre marché, pour évangéliser. Nous, par exemple, à la fin de ce webinaire, on va récupérer notre webinaire et on va prendre des gens qui vont être dans notre cible et on va leur envoyer en disant, voilà, on a fait un sujet sur ce webinaire-là, ça peut peut-être vous intéresser. On leur dit rien de plus. On leur dit pas de venir prendre des rendez-vous, juste informez-vous. Et après, par LinkedIn, on revient et on dit, voilà, on vous envoyait ça par email, on voulait savoir si ça pouvait être intéressant, voilà, si vous avez trouvé ça intéressant. Et donc là, comme on a beaucoup moins de profondeur parce que LinkedIn nous bride, il y a un quota par jour, et bien là, on peut faire des choses qui sont plus conversationnelles, plus intimes, plus personnelles, quelque chose qui nous permet de faire plus passer à l'action. Parce qu'on peut mettre un visage, on peut mettre une voix et on retombe dans une logique de réseau social. Là où sur l'autre, on peut faire quelque chose d'un peu plus massif. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver parce qu'il y en a un où vous pouvez avoir une force de frappe qui va être franchement sky is the limit, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et sur l'autre, il va falloir être un petit peu plus sharp, un petit peu plus affûté parce que vous avez moins de capacité de frappe en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Une cinquième erreur. L'erreur, c'est qu'on croit déjà connaître sa cible. Beaucoup de personnes qu'on croise, ils font l'erreur de faire un all-in sur soit une ICP, soit un persona. C'est une erreur. C'est une erreur parce que vous avez une vision tronquée de la réalité du marché. Et très souvent, on a des personnes qui me disent, en fait, quand on les onboard chez nous, on va dire, comment est-ce que vous avez fait de l'acquisition jusqu'à maintenant, vous avez trouvé vos clients, c'est le bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est très très bien. C'est très très bien pour démarrer. Ça va vous apporter plein de learnings, plein d'insights, c'est super. Par contre, quand vous allez attaquer le marché froid, attention à la distribution de gifles. Hein, parce que c'est vraiment pas la même ambiance. C'est-à-dire que sur le premier, on vous a recommandé quelque part, le deal, 80% du deal est fait. J'exagère peut-être quand je dis ça, mais vous avez déjà la recommandation, la confiance, le retour, etc. Les gens parlaient bien en vous. Ils veulent juste finir d'être convaincus que vous êtes la bonne personne et qu'il y a un bon fit, qu'il y a une bonne entente. Il y a de la confiance. Sur un marché froid, on ne vous connaît pas, on ne vous fait pas confiance, on ne vous aime pas, on n'a aucune raison de vous aimer, de vous apprécier, on n'a aucune raison de rien, on ne vous doit rien. Et donc, le fait que vous veniez pop-up dans leur vie, il va falloir quand même arriver, être délicat là-dessus. Donc, souvent, quand on va me dire, moi, mes cibles, c'est telle personne, peut-être que c'est telle personne, mais peut-être que sur un marché froid, il va falloir réfléchir autrement. Donc, ça vous amène à être très lucide sur vos angles morts, sur ces angles morts que vous pensez être vrais, alors que peut-être ce n'est pas toujours vrai. Et notre recommandation là-dessus, ça va être de plutôt répartir votre prospection entre ce qui va être vos cibles prioritaires, donc ceux que vous signez le plus souvent. Les cibles secondaires, ce sont des gens que vous allez devoir un petit peu travailler. Et d'avoir cette période de cible test. Cet exercice-là vous demande beaucoup d'agilité, d'être très flexible, d'être très à l'écoute de ce que vous répondent les gens dans vos messages, de tester des nouveautés, que ce soit des secteurs, des tailles d'entreprise, des personas. Il va falloir faire beaucoup plus de tests. Ça doit faire 20% de vos tests. Donc, j'ai envie de vous dire, restez curieux et soyez un peu audacieux aussi dans vos approches. N'ayez pas peur d'être clivant. C'est pas grave, les gens vous oublient. Au bout de 3 mois, quelqu'un qui vous a prospecté, je peux vous assurer qu'il vous oublie. Et nous, il y a dans nos historiques de prospection, je peux vous assurer qu'il y a des gens, on leur a couru pendant 1 an derrière. Mais chaque fois, on est revenu. Ils nous oublient, hein. Et après, d'un coup, ça c'est bien, c'est devenu mon sujet. Et vous voyez, c'est de la persévérance. C'est un peu un marathon aussi. La prospection, c'est un temps court et un temps long à la fois. C'est ça qui est un peu compliqué à savoir. C'est un temps court parce que les gens vont vous répondre dans les 1 à 2 premiers jours, mais parfois un temps long parce qu'il faut que les séquences se passent, parfois il faut revenir, il faut relancer, etc. 6e point, sous-exploiter les clics et les interactions. Là, on a quelque chose de très pépite à vous partager. C'est typiquement le genre de choses qu'on rencontre. Souvent, quand vous allez créer des posts, en fait, les gens ne vont pas revenir dessus pour venir redéclencher des conversations. Là, par exemple, on accompagne un client qui s'appelle chefdechantier.fr. Donc, chaque interaction, pour nous, c'est devenu un signal faible de curiosité et d'intérêt. Alors, on s'est empressé d'aller récupérer ces cibles. En l'occurrence, là, c'était les architectes d'intérieur. On les a reciblés, donc on a récupéré tous les likes, tous les commentaires, etc. Et on est venu envoyer un premier message avec une séquence. Là, vous n'avez pas toute la séquence. Mais de les réinjecter dans une campagne en disant, voilà, j'ai vu que vous avez aimé mon post, qui parlait d'eux. Et donc là, c'est une variable, hein, que vous voyez, intent data, c'est une variable. Merci beaucoup, j'en profite pour vous envoyer cette invitation pour qu'on reste en contact. On se connecte, voilà, on attend 2, 3, 4, 5, 10 jours, peu importe.
Et après, on dit, au fait, je voulais savoir si... Et après, on enchaîne sur son pitch un peu plus commercial. Donc là, c'est un peu l'idée. Et donc là, vous voyez qu'en fait, ça s'est vraiment concrétisé. J'ai vu que vous avez aimé mon post sur les chantiers qui parlent des coûts sur un chantier de rénovation. Merci beaucoup. Et donc, l'idée, là, c'est de dire, est-ce que vous avez déjà des entreprises... Alors, s'ils sont en Île-de-France, la boîte, elle est en Île-de-France, donc ça roule. S'ils sont en province, ce n'est pas la même séquence. Vous voyez, on peut splitter en deux selon la géographie. S'ils sont en Île-de-France, est-ce que vous avez déjà une entreprise de rénovation à laquelle vous êtes partenaire? C'est bien de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, blablabla. Et l'autre, c'est est-ce que ça vous arrive de faire des chantiers en région parisienne? Si oui, est-ce que vous avez déjà une entreprise? Vous voyez? Et c'est là où, en fait, vous faites de la prospection intelligente. Et en plus, pour tous les prochains postes, ils seront déjà dans leur réseau et on continue le truc. Et du coup, voilà. Donc, et c'est là, et je souligne, et c'est là où Ornella et moi, puisqu'on travaille toutes les deux sur ce client-là, on a un travail très harmonieux et très synergique. C'est vraiment l'exemple parfait de comment est-ce qu'on travaille ensemble chez Linkforce, en fait. Je te laisse enchaîner sur le point 7. Yes. Oui, donc on enchaîne sur l'erreur numéro 7. Alors qui est quand même très fréquente, c'est le fait de rien mesurer. Donc en fait, c'est-à-dire que vous allez publier, prospecter, mais vous ne savez pas vraiment ce qui marche, ce qui ne marche pas, ni pourquoi. Et le problème, c'est que du coup, sans indicateur, forcément, on avance un petit peu dans le flou. Ça va être difficile d'itérer, d'ajuster, d'améliorer peut-être votre offre, ou même de comprendre pourquoi les rendez-vous tombent ou ne tombent pas. Et c'est dommage parce que LinkedIn, ça devient vraiment très puissant quand on pilote sa stratégie par la data, par la donnée. Donc là, moi, je vais vous donner quelques petits KPIs essentiels à suivre, à la fois côté communication, contenu, et côté prospection. Donc, on démarre avec les KPIs côté communication. Donc déjà, première donnée importante à suivre, forcément, c'est les impressions. Donc les impressions, c'est le nombre de fois où vos posts sont diffusés. Donc finalement, ça permet de montrer si vos posts circulent bien. Un bon repère, alors là, je vous ai mis quelques repères chiffrés, mais un bon repère, par exemple, à partir de 1500, 2000 impressions par post, là, on commence à avoir un bon signal et on commence à avoir un contenu qui se diffuse bien. Ensuite, autre donnée importante, l'engagement. Donc, l'engagement, ça regroupe le nombre de likes, de commentaires, de partages. Donc ça permet de mesurer, alors surtout les commentaires, si les gens lisent vraiment vos posts, si ça les intéresse. À partir de 40 interactions par post, on commence à être sur un bon signal aussi. On a aussi les visites de profil, qui est un indicateur important. S'il y a beaucoup d'impressions, mais très peu de visites de profil, c'est peut-être que votre contenu n'incite pas suffisamment à en savoir plus sur vous. Et ensuite, on a le nombre d'abonnés. Ça vous montre si les gens veulent vous suivre sur la durée. Un bon rythme de croissance, généralement, c'est entre 90 et 100 abonnés de plus par mois. Ça, c'est très correct. C'est un signe que votre stratégie, elle attire. Donc voilà, côté communication. Côté prospection, on a d'abord le taux d'acceptation. Donc c'est le pourcentage de personnes qui acceptent vos invitations. Donc un bon taux, à partir de 20-30%, on est pas mal. Nous, c'est vrai qu'on remarque que parfois sur des profils féminins, il y a un meilleur taux d'acceptation que sur un profil masculin. Alors après, c'est pas une science exacte, c'est pas toujours vrai, mais c'est pour vous partager l'info. Ensuite, on a le taux de réponse. Donc, le taux de réponse, pourcentage de personnes qui répondent à vos messages. Entre 10-15% et plus, on commence à être pas mal. Alors là, je vous ai donné surtout le côté quantitatif, mais il y a aussi l'aspect qualitatif qui est important. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi regarder la qualité des réponses. Est-ce qu'on a des réponses positives, négatives? Comment les gens répondent? Et c'est souvent ça qui va vous indiquer si le message est bon, s'il faut le changer, si on s'adresse de la bonne manière à la cible, ou justement, est-ce que la cible est à revoir? Enfin voilà, il faut vraiment regarder la qualité des réponses. Et dernier KPI, forcément, qu'on va regarder, c'est les opportunités générées. Donc, combien de conversations mènent à des rendez-vous? Donc voilà, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment que si vous mesurez rien, finalement, vous ne pouvez rien améliorer. Alors que dès que vous commencez à bien suivre tous vos KPIs,
vous comprenez ce qui fonctionne, ce qui doit être revu, et vous faites bien évoluer votre stratégie de manière progressive et prédictible. Donc, voilà pour les KPIs. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Perche, je te laisse enchaîner sur la dernière erreur, et pas des moindres. Ouais, et du coup, tu fais bien d'en parler des KPIs sur la donnée quantitative. Là, on va passer aussi un peu plus sur la partie données qualitatives. Et à ce sujet-là, il y a un dernier point, mais alors, sur lequel tout le monde se prend le mur, mais tout le monde, hein, vraiment, c'est assez, c'est le pipe commercial. Et je dirais même plus, on va commencer à se diriger vers le CRM. C'est plus que récurrent lorsqu'on onboard des clients, de leur demander est-ce qu'ils ont un CRM, et la réponse est très très largement non. Et c'est pas grave, c'est pas une accusation, c'est juste que en fait, c'est comme si il vous manque une patte à votre tabouret, quoi. Vous êtes sur un, du coup vous êtes toujours en équilibre, vous êtes toujours dans une logique d'acquisition et non plus dans une logique où en fait à un moment donné il faut revenir parler aux gens. Et c'est vraiment un vrai handicap à long terme, sur du moyen et du long terme. Donc, ça va vous demander, de votre côté, de vous équiper. Alors, nous, dans notre outil qu'on utilise en interne, on en a un de CRM qui nous permet de piloter, de taguer, d'avoir des colonnes, des tags, etc., des séquences automatisées en fonction des tags qu'on pose, etc., pour qu'on puisse continuer la conversation avec les gens, quand bien même ils nous ont dit que ça ne les intéressait pas pour le moment, qu'ils n'étaient pas le bon interlocuteur, etc. Mais de votre côté, vous devriez très sérieusement envisager d'adopter des solutions comme Pipedrive, Salesforce, HubSpot. Il y en a plein des gratuits, même des choses qui ne sont pas hyper élaborées, mais qui vous permettent de véritablement piloter toutes les conversations que vous avez pu juguler grâce à votre acquisition. Et pour ce faire, j'ai envie de vous dire, il y a des choses que vous devriez garder en tête. Votre pipe commercial devrait être organisé vraiment comme un entonnoir. Pour le coup, mais véritablement. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, quand on va avoir des réponses, on a une colonne dans laquelle on reçoit toutes nos réponses, et après, on va venir les redispatcher et les taguer en fonction de comment est-ce qu'elles sont faites. Et on fait pareil chez nos clients. Donc, du coup, on a les répondeurs. On a un premier qui vont être les échanges initiés, là où on ne sait pas trop. C'est un peu un ni oui ni non. Voilà. Les gens, ils ne vous ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, ils vous ont répondu un truc qui est un peu à côté de la plaque, donc va falloir un peu leur parler. Les gens qui vous disent que ce n'est pas les bonnes personnes et qui vont vous donner le nom de la bonne personne ou vous rediriger. Ou après, à charge à vous d'aller rechercher dans les pages LinkedIn la bonne personne. Tout ce qui va être un peu qualification des opportunités. Donc, est-ce que c'est un lead? Est-ce que c'est un lead qu'on a traité? Est-ce que c'est des gens qui ne sont pas intéressés, pas qualifiés, ou des gens qui vous ont demandé très, très clairement de les blacklister, enfin d'arrêter de leur parler? Ça arrive. Les gens qu'il faut recontacter parce que ce n'est pas le bon timing pour eux, ou les gens qui vous recevez des messages automatiques comme quoi ils sont absents. Si vous avez un rendez-vous, si le rendez-vous a été fait, si la personne est venue ou pas, si vous avez envoyé une offre ou une présentation commerciale. Et enfin, est-ce que le deal a signé? Pourquoi? Est-ce que le deal n'a pas signé? Et pourquoi? Important, parce que ça, vous pouvez revenir plus tard, parce qu'ils ont choisi un autre partenaire. OK, dans un an, on revient et on challenge. Dire, OK, ça fait un an que vous travaillez avec tel partenaire, etc. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous voulez rechallenger? Une fois que vous avez vos colonnes, vous allez mettre des tags. Et donc là, je vous donne toute une liste de tags. Je ne vais pas vous faire la description de chacun parce que je ne veux pas exploser le temps, on a déjà un peu dépassé. Mais en gros, ça, c'est tous les tags que vous pouvez mettre. Et à chaque fois que vous allez faire un tag, vous allez pouvoir déclencher des séquences de nurturing. Donc, d'où l'importance de mettre les bons tags, les bonnes choses, etc. Tout ça, ça va vous permettre de gagner en clarté, de pouvoir faire de la data analyse et d'avoir un véritable outil de business intelligence. Ça nous arrive très souvent que les clients viennent et nous disent franchement, avant, je faisais du bouche à oreille, d'avoir prospecté avec vous, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que en fait, c'est pas si simple, que je dois repackager mes offres, que je dois refaire d'autres approches, que j'ai pas d'offres pour, par exemple, les TPE. Et donc, tout ça, c'est des outils de business intelligence. Et pour arriver à faire ça, il faut que vous soyez organisé. Vous n'avez pas le choix. Donc, c'est ce que je vous disais, on a des répondeurs, des échanges initiés, des leads et des opportunités.
les leads traités, les leads à nurturer. Et en fait, en dessous, vous voyez les tags, ceux qui n'ont pas de budget pour l'année 2025. Donc, on va leur reparler plus tard. Les rendez-vous fixés, etc. Donc là, je vous montre tout ça, mais voilà, c'est pour vraiment gagner en clarté et que vous puissiez piloter votre prospection et piloter votre... Là, c'est du CRM management. Quelque part, ça sort presque un petit peu de notre scope, mais on s'est rendu compte qu'on était obligé d'y aller sur ces sujets-là, parce que, en fait, finalement, ça permet de récupérer 10, 15, 20, 30% de deals qu'on aurait laissé passer au travers des mailles du filet si on ne les retraitait pas. Et selon les tickets que vous vendez, 15, 20 ou 30%, ça peut faire une grosse diff sur le chiffre d'affaires. Et enfin, une fois que vous avez tout organisé, nous, on est en capacité d'analyser votre pipe. Et vous voyez, on peut sortir des vrais diagrammes. Alors, ce n'est pas pour sortir des vrais diagrammes, mais c'est pour que vous vous rendiez compte, est-ce que vous avez de la bonne donnée au départ? Est-ce que vous faites un bon ciblage? Est-ce que vous êtes à côté de la plaque? Ou est-ce qu'on est dans le bon truc? Est-ce qu'on est finalement, qui sont les secteurs qui nous répondent le plus souvent? Aussi, quand on a des parties rouges comme ça qui viennent, on se dit franchement, il y a beaucoup de résistance sur ce marché-là, peut-être qu'on devrait arrêter ou peut-être qu'on doit repositionner notre offre. Et vous voyez, c'est là où on arrive à faire des outils de business intelligence. Et faire de la data analyse. Et je peux vous assurer que j'ai fait 13 agences avant de me poser chez Linkforce, et c'est vraiment pas souvent qu'on vous le propose, ce genre de choses. Vraiment, pour pas dire jamais. Donc nous, on a mis un point d'orgue à vraiment créer une harmonie entre tous les différents secteurs. Alors, je suis désolée, je prêche pour ma paroisse, mais c'est parce que j'y crois à ce que je dis. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu voilà, tout ce que vous pouvez faire si vous êtes un peu structuré. Alors, c'est facile parce que nous, ça fait des années qu'on travaille dessus, donc c'est notre sujet. Mais voilà, si vous avez besoin d'aide, on vous aidera à faire ça, en fait, tout simplement. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Yes. Alors, n'hésitez pas, on a répondu un petit peu à des questions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, pardon. Et là, on vous a mis un petit QR code qu'on vous invite à scanner avec votre téléphone. Et vous allez pouvoir déjà accéder à la présentation si ça vous intéresse. Et aussi, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et qu'on vous donne un petit peu notre vision plus personnalisée sur chacun de vos profils, etc., vous pouvez prendre une consultation avec un expert. C'est offert. Donc, soit avec Chloé, soit avec Pierre-Loïc. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas. Et puis là, on va répondre à vos questions, s'il y en a. Alors, du coup, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions dans le chat qu'on pourrait reprendre. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas. Si vous avez appris des choses, dites-nous ce que vous avez appris. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà peut-être vues sur LinkedIn passer, dans des posts, etc. Mais s'il y a des petites choses que vous n'avez pas pensées, n'hésitez pas à nous le dire parce que du coup, ça nous permet aussi de voir là où il y a de l'intérêt et pouvoir réécrire des posts ou pouvoir refaire un webinaire plus tard pour focuser sur ce sujet en particulier. Donc voilà. Je vais juste extraire vos questions. Yes. Perle, il y avait une question, peut-être que toi, tu peux apporter un peu plus de réponses là-dessus sur comment on peut synchroniser LinkedIn et HubSpot, par exemple. Comment on peut faire des synchronisations? Donc ça, vous ne pouvez pas synchroniser directement LinkedIn à HubSpot. Alors, c'est pas absolument vrai ce que je viens de dire. Si vous prenez la version très avancée de LinkedIn, qui est quand même assez élevée, vous allez être sur du 150 € par mois. Vous pouvez dire à LinkedIn de venir voir dans HubSpot. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on va vous conseiller de faire parce que ça va être un peu approximatif. Ce qui va être mieux, c'est de passer d'abord par un outil d'automatisation dans lequel vous allez stocker de la donnée et en plus, c'est de la donnée qui va rester à vous. Tout ce que vous mettez sur Sales Navigator, ça ne vous appartient pas et en fait, ça dépend. Et il faut comprendre que LinkedIn aussi, tout ce qu'il y a dessus, c'est très déclaratif. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Voilà, si les gens mettent à jour leurs données, vous allez avoir des données, la dernière donnée à jour. L'idée, c'est quand vous allez passer par d'autres outils d'enrichissement dont on dispose nous aussi, c'est que vous allez le stocker dans un autre outil comme notre outil de prospection. Et ensuite, nous, on va faire le lien avec un outil qui s'appelle Make ou Zapier ou N8N. Alors, N8N, c'est un peu prématuré aujourd'hui, notre outil. Mais en gros, Make et Zapier. Et on va le faire remonter vers votre CRM. Et donc là, il va y avoir une mise à jour possible.
Donc, il faut passer par un outil d'automatisation qui va faire l'interface. C'est plutôt ça que je vous conseille plutôt que d'aller faire rentrer LinkedIn dans votre CRM. Voilà, même d'un point de vue gouvernance de la donnée, je ne le ferai pas. Je ferai passer par un autre outil. Alors, on retombe encore sur la gouvernance de la donnée. Voilà. On sait que Make peuvent... On ne sait pas à quel point les logiciels propriétaires peuvent faire des choses, mais je fonctionnerai comme ça. Passer par un outil de prospection, puis automatisation qui remonte vers mon CRM. Voilà. Il y avait une question pertinente. Que conseillez-vous pour avoir des idées, j'imagine, de posts? Alors là, il n'y a pas de manière exacte, mais le plus important déjà, c'est de savoir à qui vous parlez, donc qui est votre cible. Et généralement, ce qui est bien, c'est de vraiment se demander quelles sont finalement les questions que se posent vos clients, votre cible, et d'essayer d'y répondre, de comment vous solutionnez ça. Vous pouvez aussi vous baser un petit peu sur ce qui se passe pendant vos rendez-vous commerciaux, par exemple, quels sont les insights qui remontent. Le but, c'est vraiment de parler à votre cible. Alors, il y a cette partie-là, ça va plus être la partie expertise. Ensuite, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est vraiment d'aller vous interroger un petit peu sur ce qui se passe sur le marché, etc. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous aider, bien évidemment, de logiciels comme ChatGPT pour vous aider à trouver des idées. Mais le but, c'est vraiment que ça parle à votre cible, donc de faire remonter des insights de votre marché, que ce soit dans vos rendez-vous commerciaux, etc. Vous pouvez aussi aller chercher au niveau des coulisses de votre métier, la réalité terrain, etc. Comme on disait, ça, c'est des posts qui vont permettre d'humaniser et vraiment de faire remonter vraiment les insights de vos prospects et d'y répondre. Ça, c'est un bon moyen pour trouver des idées de contenu. Ouais, il y a aussi des requêtes Google. Si vous regardez les requêtes Google, vous voyez les questions qui sont le plus souvent posées sur votre secteur. C'est une astuce aussi. Ça peut, voilà. Enfin, bon, je parle un peu moins je n'oserais pas empiéter sur ton sujet. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et après, ce qui va faire aussi la différence dans vos posts, c'est la manière d'amener les sujets. Le but, c'est que ce soit... il faut que vous ameniez vraiment votre expérience à vous. Vos exemples à vous, votre vision à vous. C'est ça qui va faire que il faut que ce soit un post que seul vous pourriez publier et pas monsieur et madame tout le monde, on va dire. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais dire, mais je pense que vous avez compris l'idée. On ne va pas vous piquer beaucoup plus de votre temps. Juste le dernier point, j'ai vu qu'il y avait une question sur les Gmail. Non, on ne scrape pas de Gmail. Que ce soit clair, toutes les adresses qui sont Gmail, Outlook.com, Yahoo, Orange, etc., ce sont des adresses personnelles, donc des adresses qui ne sont pas pro. On n'a pas le droit de les prospecter en emailing. Il faut faire du B2B. Et donc, nous faisons du B2B. La seule exception possible, c'est le contact via des adresses qui sont sur des fiches Google. D'accord ? Ça, c'est vous qui mettez de la donnée exposée de manière publique. Donc là, c'est le seul cas où il y a une tolérance, et je parle bien d'une tolérance sur le fait de prospecter ce genre d'adresse email qui finirait en Gmail. Pour tout le reste, tous les scrappings qui sont sur Sales Navigator, c'est de l'adresse personnelle, mais de l'adresse personnelle, de l'adresse nominative, qui sont des adresses payantes, des adresses B2B. Et d'ailleurs, il faut que vous puissiez justifier, si un jour vous avez un contrôle, que si vous avez prospecté des personnes, que vous l'avez fait avec beaucoup de légitimité. Vous les avez ciblées parce que vous pensez sincèrement que ce sont les bonnes personnes et vous devez pouvoir le justifier. Donc, d'où l'intérêt de ne pas faire des adresses, des emails génériques, mais des emails personnalisés. Voilà, donc je voulais juste clarifier ça parce que j'avais entendu qu'on était borderline et pour clarifier, on est suivi par un DPO, on est très clair là-dessus, par un avocat sur la protection des données. Et ça, ce sont des points qu'on a déjà clarifiés avec notre avocat et notre DPO sur ce point. Yes.
Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Donc, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui avaient scanné le QR code, donc c'est top. N'hésitez pas, comme ça, vous allez pouvoir télécharger la presse. Et puis, si vous avez envie d'avoir une consultation un peu plus personnalisée, n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous avec l'un de nos experts. On sera ravis de vous aider. Tout pareil. Bon, c'était un plaisir. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos profils LinkedIn pour d'autres. On va très certainement en 2026 faire plus souvent des webinaires. N'hésitez pas à nous remonter au contraire des messages et des sujets que vous aimeriez qu'on aborde et qu'on approfondisse pour vous. Et ce sera avec très grand plaisir qu'on vous fera ce même genre de formats qui sont sur les sujets qui vous intéressent et dans lesquels on vous donnera des exemples vraiment pour vous éclaircir votre lanterne sur ces points-là. Yes. Éclairer votre lanterne. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris votre temps. Et puis, on se dit à très vite, on espère. À bientôt. À bientôt.